Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons effectuer un suivi du marché du BTC et de ses tendances et de sa progression grâce aux données on-chain issues des données de blockchain publiques. Bien sûr, avant de nous lancer dans cette vidéo, je vous invite à soutenir la chaîne de Cryptost Academy si ce n'est pas déjà fait et à venir tester notre produit. Je le présenterai pas plus davantage, vous le connaissez déjà très bien. On va directement se lancer dans l'analyse et aujourd'hui encore l'article qui est public sur le site de Cryptost sera important parce que les annotations dont je vais, ce que j'ai mentionné aujourd'hui va être annoté sur les graphiques et ça va vous permettre de beaucoup mieux visualiser ce que je compte vous présenter. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur l'article pour ceux qui préfèrent lire ou simplement juste pour regarder le visuel parce que vous allez voir qu'il y a quand même des choses assez importantes qui sont mises en évidence dans les graphiques via l'edit et qui ne sont pas visibles particulièrement directement sur les graphiques. Dans l'ensemble, le cours du BTC poursuit sa consolidation entre 60 et 70 000. La semaine passée, nous évoquions le fait que l'excès de demandes futures était vraiment pas propice pour un rebond haussier du cours du BTC. Le fait qu'on avait trop de demandes futures et pas assez de demandes spot, finalement, c'était pas un bon signe pour le marché et ça augurait justement une réintégration, un rejet au-dessus des 70 000 et une réintégration du range entre 70 et 60. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Après, c'est pas non plus nouveau. On avait déjà observé ces comportements avant sur le marché. On savait déjà qu'on était sur un contexte qui était très similaire à celui de janvier. Donc là, on est juste en train de réintégrer le range et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la résolution de la tendance locale. C'est-à-dire maintenant qu'on a réintégré le range après avoir testé la borne haute, est-ce qu'on va venir retester la borne basse? La question est ouverte pour l'instant. On va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. On va plutôt regarder dans l'ensemble, dans la globalité, où en est le bear market, dans quel stade on est, quelles sont les différentes conditions et les différents contextes qu'on peut utiliser pour décrire le marché en ce moment, et quelles sont aussi potentiellement les choses qui manquent pour qu'on arrive vraiment vers une phase de formation de bottom de bear market, parce que pour l'instant, on a plus l'air d'être dans une phase avancée que dans une phase finale. Pour commencer, on peut toujours, grâce à la distribution de prix réalisés, utiliser les prix moyens de toutes les UTXO qui ont été créées dernièrement pour savoir en fait à quel seuil de prix les BTC qui sont en circulation actuellement sur le marché ont été accumulés. Donc on a 4 gros clusters importants à mentionner. Donc un cluster grosso modo de 10 000 aux 120 000. Puis ensuite des 100 000 aux 80 000. Ensuite, on a un autre cluster des 70 000 aux 60 000, grosso modo, et après, un autre de 50 à 35 000 dans l'ensemble. Ces zones ont toutes eu ou vont avoir une importance dans les mois à venir. Il y a quelques mois, on se situait aux alentours de la zone des 120. Donc, la zone d'accumulation entre 110, 120 et 80, 100 était une zone de support qui s'est fait invalider, qui s'est fait transpercer littéralement, ce qui a aussi auguré beaucoup de distribution. Si on regarde il y a quelques mois de ça, on se rendra compte par exemple en décembre que l'accumulation, vas-y on va dire en décembre, novembre. Le 1er novembre, l'accumulation sur ces niveaux, elle était considérable. On avait énormément de BTC qui étaient accumulés et depuis le prix il a vraiment bien dégringolé. Il y a eu une grosse redistribution baissière. Regardez, ici on est par exemple un point de donné aux alentours des 600 000 BTC accumulés pour un prix de 112 000 $ en date du 1er novembre 2025. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On va voir ici, je vais essayer de cibler la même zone. On est quel jour? On est le 26 mars. Super, donc là, pour les 112 000 actuellement, on est passé de 600 000 BTC il y a 3-4 mois à 200 000 aujourd'hui. Donc il y a 400 000 BTC rien que dans cette zone de prix, donc c'est pour dire pour les autres, qui ont été redistribués à la baisse. Donc ces zones ont déjà eu une importante, marquent maintenant des résistances potentielles en cas de reprise haussière du BTC. La zone des 60-70 000 était déjà une zone de réaccumulation du range de 2024 dont on avait auguré qu'elle allait servir de potentiel support à la tendance baissière qui s'est exprimée au cours des dernières semaines. C'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, maintenant qu'on est dans cette zone intermédiaire, mes yeux et mon attention se portent vers la zone qui est située entre 35 et 50 000 car ça pourrait vraiment être la zone dans laquelle on pourrait avoir un bottom de bear market qui pourrait se former pour diverses raisons qu'on va expliquer au fur et à mesure de cette analyse. Mais dans l'ensemble, il faut comprendre que les 2 premiers clusters ont été invalidés. Ça nous a emmené dans une sauce pas possible, du coup, qui a permis d'amener le bear market parce que les individus se sont retrouvés avec des BTC accumulés très haut
avec un prix qui baisse très très vite, donc une pression psychologique et financière énorme. Certains investisseurs qui n'arrivent pas, notamment à court terme, à tenir le coup, qui capitulent, redistribution locale, et donc on est déjà dans les premières dégradations de rentabilité qui emmènent ensuite un contexte baissier prolongé dans lequel on est en train d'évoluer actuellement. Donc là, on a une zone de range où on a de la réaccumulation entre 60 et 60. Durer un bon moment, ça peut durer encore plusieurs mois durant cette période de faible volatilité où le prix est en train de faire une capitulation temporelle après la capitulation des prix qu'on a vu précédemment. Et ensuite, on a la phase finale avec la dernière phase de capitulation qui emmène aussi les investisseurs à long terme dans la sauce, ainsi que les investisseurs à court terme qui ont réaccumulé récemment entre 60 et 70 000 et qui seraient tout à fait capables de redistribuer encore à perte en panique si on va taper les 50-40, alors que justement ce serait une excellente opportunité d'achat historique, comme on va le voir dans un instant. Dans l'ensemble, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour l'instant, on est en range. Au-dessus, il y a 2 grosses résistances qui me semblent très très improbables de franchir d'ici peu. Et par contre, on a une zone envisageable un peu plus bas pour une capitulation finale. Donc pour la phase la phase terminale du marché baissier, on pourrait arriver entre 50 et 35 en fonction de ce cluster. Maintenant qu'on a observé la distribution de l'offre dans sa globalité, on peut utiliser la Sainte Trinité, pourcentage de francs profit, MVRV, SOPR, pour estimer un peu le contexte de marché dans lequel évolue le BTC actuellement. On va pas s'intéresser aux investisseurs à court terme et à long terme aujourd'hui, on va regarder vraiment dans la globalité pour permettre de projeter un petit peu et de comprendre quels sont les mécanismes qui permettent de définir en fait les différentes phases de bear market, en fonction de quoi on peut définir un bear. Il y en a qui vont dire oui, ça va être en fonction de la performance en dessous de la TH, oui, ça dépend de la durée. Moi, j'utilise plusieurs facteurs. Ça peut être des facteurs qui sont intéressants, mais j'utilise la quantité d'offres en profit, j'utilise la qualité du profil à temps moyen et la qualité du comportement de prise de profit-perte des investisseurs. Ces données me permettent d'avoir beaucoup plus d'informations que simplement ah bah oui, bah ça a duré 12 mois et 6 jours, donc si ça dure encore 12 mois et 6 jours, bah bingo, c'est le bottom. Ou ah bah on a fait 75% de baisse le dernier cycle, donc ce cycle-ci, il faut qu'on fasse au moins 75%. Je préfère me baser sur des données comportementales que sur des données de prix. Et là, pour le coup, les données comportementales sont beaucoup plus intéressantes et détruisent beaucoup plus la symétrie d'information. La teneur informationnelle est vraiment beaucoup plus élevée à mes yeux. Dans l'ensemble, ce qu'il faut comprendre de ce graphique est très simple. C'est simplement un graphique qui permet de suivre combien de BTC il y a en profit sur l'offre en circulation totale. Donc, si on est sur des valeurs hautes qui sont au-dessus du seuil de 90, c'est qu'il y a plus de 90% de l'offre qui existe, qui est détenue en profit. Donc, un contexte de marché où les investisseurs ont confiance, où il y a une forme d'aisance financière, une euphorie qui va arriver à s'installer au fur et à mesure du temps si la volatilité haussière commence à se maintenir et à se perpétuer, ce qui va finalement emmener des comportements de prise de dépense parce que ça appelle aussi à la prise de profit quand on a une volatilité baissière une volatilité haussière très haute et qu'il y a une forte rentabilité. Il y a des investisseurs intelligents qui se disent bon, c'est quand ça va bien comme ça qu'il faut commencer à prendre des profits, et plus ça prend des profits, plus ça incite d'autres à prendre profit, plus la pression de vente augmente et s'équilibre par rapport à la demande, plus le marché trouve un nouvel équilibre. Et si la pression de vente devient supérieure à la demande, et bien à ce moment-là, on corrige. Et ensuite, on a exactement la même chose, bien sûr, à l'inverse, avec ici les seuils statistiques bas qui nous permettent de délimiter les moments où, en fait, on a un pourcentage de francs profit qui est particulièrement bas. Et on peut se rendre compte que cette méthode d'étude statistique, ici sur notamment une moyenne mobile sur 4 ans, permettrait très bien d'isoler les phases avancées et terminales des marchés baissiers durant lesquelles, finalement, il y a moins de 60%, entre 60 et 55% de l'offre qui est en profit. Donc, c'est vraiment beaucoup d'offres en perte dans certains points de vue. Certains diront oui, mais ça reste minoritaire. 40% d'offres en profit, 50% d'offres en profit. D'accord, je veux bien entendre. Sauf que sur la totalité de l'offre en profit qui est mesurée, même si c'est pas mentionné dans l'ajustement des données, eh bien, en réalité, il y a peut-être 30% de l'offre qui ne sera quasiment plus jamais en perte parce qu'elle a été accumulée à des niveaux si bas, à 30% de l'offre qui est détenue avec un coût de base moyen en dessous des 30 000. C'est quand même assez important, assez costaud. Et à partir de ce moment-là, on peut comprendre que lorsque on a 45, potentiellement 50% d'offres en perte, c'est déjà énorme et ça signifie un stress financier et psychologique très très important sur les investisseurs à court terme, sur les investisseurs à long terme, excusez-moi, mais aussi pour les mineurs, pourquoi pas. On a déjà parlé des mineurs au cours des dernières semaines, je vais pas revenir sur le sujet pour l'instant, on fera un petit update en fonction. Donc dans l'ensemble, ici, on est sous le seuil statistique bas, comme ce fut le cas lors des phases avancées des bear markets précédents. Donc de ce point de vue, on peut déjà dire qu'on est sur une phase avancée, mais c'est pas assez pour dire qu'on est sur une phase de capitulation finale, notamment parce qu'on n'est pas tombé sous le seuil arbitraire des 50. Donc
de la parité. Je sais pas si sera atteint ce cycle. Pour l'instant, on a un cycle qui se comporte énormément en termes de rentabilité comme le bear market précédent. Donc je pourrais m'attendre à un comportement plutôt similaire, mais ça reste à voir. En tous les cas, je pense que la rentabilité la rentabilité de l'offre va continuer d'osciller entre les 50 et les 60 grosso modo, donc entre la borne statistique et la borne arbitraire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé au cours des derniers cycles. On a des tentatives de reprise qui sont rejetées, on vient chercher plus bas et c'est quand on est en dessous de 0,5 que là on a vraiment des très très belles opportunités. Donc finalement on se trouve pas très très loin de la zone d'opportunité majeure comme on va le voir en fin de vidéo, mais on n'est pas encore dedans. Donc on est clairement dans une phase bien avancée, mais il va falloir attendre un petit peu de patience avant la phase finale. Le MVRV cette fois, le MVRV je le perds moi aussi, oula, MV, Market Value to Realized Value, donc le comparatif entre la valeur de marché et la valeur réalisée, c'est-à-dire la valeur investie d'une certaine façon. C'est un indicateur qui permet d'estimer si l'investisseur moyen est très en profit ou très en perte, de manière latente. On n'est pas sur la rentabilité réalisée sur le comportement de dépenses, on est sur est-ce que ton épargne elle est profitable ou est-ce qu'elle est en perte, simplement. Est-ce que t'as moins plus 50 ou moins 50, en fait, dans ton portif là. Et l'idée est très simple, encore une fois, on utilise les seuils hauts pour délimiter les excès durant lesquels on sait que les investisseurs ont une rentabilité très élevée comparément à un contexte des 4 ou 5 dernières années, donc comparément à un contexte cyclique dans l'ensemble. Et de ce point de vue-là, on est capable du coup d'isoler des zones durant lesquelles on sait que les investisseurs vont être plus propices à la prise de profit, à la sécurisation de gains, parce qu'ils sont très très en profit. Et plus le profit est élevé, plus le désir de sécuriser ce gain va se manifester pour essayer de simplement sécuriser ce qui a été gagné par une prise de risque sur un marché à somme nulle. Donc il faut toujours prendre des profits et c'est bien de le faire, il n'y a pas de problème là-dessus. Et à l'inverse, on peut avoir des périodes durant lesquelles la rentabilité est très très basse. Finalement, l'investisseur moyen, il peut soit avoir une rentabilité juste au-dessus de 0, de 1 plutôt, 1 étant break-even, soit en dessous de 1, et c'est durant les périodes en dessous de 1, donc en dessous du MVRV égale 1 ici, que on va trouver les moments où les investisseurs sont en perte latente de manière significative. Et si l'investisseur moyen est en perte, ça veut dire que les investisseurs à court terme le sont déjà, et qu'une bonne partie des investisseurs à long terme le sont aussi. Et historiquement, c'est sur ces zones qu'on a pu trouver les bottoms de formation, parce qu'il y a une capitulation qui se fait à court terme, à long terme, et ça va ensuite emmener une réduction, un épuisement de la pression de vente. Le prix qui a baissé très fort va amener une certaine demande. On ajoute cette demande à l'épuisement de la pression de vente du fait que les personnes ont capitulé et donc exprimé leur pression de vente et qu'ils ne peuvent plus vendre une fois qu'ils ont vendu. En fait, ils ont vendu, c'est comme ça. Et en plus de ça, il y a des gens qui arrivent pour racheter. Ça s'équilibre, on trouve un nouvel équilibre de prix et on peut, pourquoi pas, ramener un momentum aussi qui peut ramener une tendance à court terme, puis ensuite une tendance aussi à court terme qui peut ensuite se prolonger sur le long terme. Dans l'ensemble sur ce graphique, il faut enregistrer quoi comme info? Simplement que la rentabilité latente est encore finalement assez bonne pour les investisseurs. On a quasiment un plus 25% en moyenne encore sur l'ensemble des BTC qui ont été accumulés, ce qui est tout à fait correct. Il va falloir attendre qu'on passe en dessous de ces deux bornes pour signaler une perte latente significative au niveau du marché qui pourrait donner un signe de phase finale, d'entrer dans la phase finale du bear market. Pour l'instant, on n'y est pas du tout encore. Donc on voit que notre premier paramètre était déjà rempli, mais était pas arrivé jusqu'au bout. Le deuxième paramètre, il n'est pas encore activé, mais il pourrait arriver à s'activer d'ici peu. Et le troisième paramètre, qui est le SOPR, donc cette fois c'est le ratio de rentabilité des dépenses. Donc on va simplement voir si à un moment donné les dépenses sont faites en profit ou en perte. Lorsque les profits sont très élevés, ça indique qu'il y a une pression de vente très très forte qui est exprimée, et souvent, quasiment tout le temps, ça marque les points locaux du marché parce que la pression de vente est trop élevée, il n'y a plus assez de demande et du coup le marché ralentit. Et à l'inverse, on peut avoir des moments de capitulation, de prise de perte où les investisseurs prennent des pertes majeures après une période de volatilité ou pendant une période de volatilité baissière importante. Donc on a à la fois un épuisement de la pression de vente comme je vous l'expliquais précédemment et aussi des opportunistes qui se disent la volatilité baissière, le prix il a chuté d'un coup, très intéressant, j'achète, Webull, as we say. Et de ce point de vue là, on a déjà eu une phase de capitulation locale assez intéressante aux alentours de janvier, aux alentours de de la mi-janvier, lorsqu'on est venu chercher un petit peu en dessous des 60 des 65 000 grosso modo. Et depuis, on a un prix qui se rétablit, qui essaie de rattraper 1, mais je ne pense pas pour l'instant qu'il arrivera à se maintenir au-dessus de 1, simplement parce que lors des bear markets précédents, il se maintient en dessous de 1, ce qui indique vraiment bien le maintien du momentum baissier de bear market.
C'est seulement lorsqu'on repasse de manière viable après quelques semaines, quelques mois au-dessus de 1 que là on peut avoir de l'espoir. Mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Donc d'un certain point de vue, la rentabilité de l'offre elle est dégradée. On commence à avoir des seuils qui nous indiquent que pour l'instant en dessous des 60%, on rentre dans la phase avancée du bear. La pression est pas maximale mais elle commence à être déjà assez costaud. Pour le MVRV, la rentabilité est dégradée, mais on n'est pas encore rentré dans des contextes de stress énormes, dans le sens où il y a encore plus 25% de profit pour l'investisseur moyen. Évidemment, c'est 2 fois moins que ce qui s'est passé avec aux alentours de décembre ou autre, hein, je veux bien le reconnaître, mais pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans les seuils qui nous indiquent que les investisseurs à long terme sont dans un état de perte financière et psychologique significatif, malgré le fait qu'il y ait une bonne partie de l'offre qui commence à être en perte. Eh bien, le degré de profit moyen des investisseurs, il reste encore soutenable. Et finalement, en termes de comportement, on a pu observer une première capitulation locale aux alentours de début février, qui a certainement surtout été manifestée par les investisseurs à court terme et par quelques investisseurs à long terme. Mais on voit qu'en termes d'ampleur, on n'est pas non plus sur les prises de pertes, les capitulations massives qu'on a pu connaître durant les dernières périodes d'opportunités majeures. Donc, clairement, il y a moyen d'aller chercher une nouvelle capitulation au cours des prochaines semaines, prochains mois. Ce qui me permet de conclure cette vidéo avec, bien sûr, ce petit framework que j'aime beaucoup utiliser, ce petit suivi de tendance du marché pour savoir, en fait, vis-à-vis des moyennes à long terme du marché, où est-ce qu'on en est. Si on est au-dessus du juste prix et du prix réalisé à court terme, on est dans un contexte de bull market. Lorsqu'on passe en dessous de ces deux indicateurs, on passe en contexte de bear market. Et dans ce contexte de bear market, lorsqu'on passe en dessous du prix réalisé ici, le prix moyen d'achat de tous les BTC, eh bien, on entre dans la phase de formation de bottom où les prix sont tellement dégradés que les investisseurs capitulent progressivement. Et je vous refais pas la sauce, capitulation, épuisement de la demande et la pression de vente. Une nouvelle opportunité créant une demande et offre s'équilibre. L'offre devient inférieure à la demande devient supérieure à l'offre, et ensuite on est reparti. Et du coup, on quitte le contexte de bear market lorsque le prix du BTC repasse au-dessus de soit la borne bleue, soit la borne rouge. C'est toujours la borne rouge en premier dans le contexte de bear market, parce qu'elle est beaucoup plus réactive, elle colle beaucoup plus le prix. Et aussi lorsque la borne orange, donc le prix réalisé, est aussi franchi. Donc on voit bien qu'on a des marqueurs très intéressants pour nous dire on entre dans les zones d'opportunité, mais on n'est pas encore dans le meilleur possible. Ah, là, c'est le meilleur possible. Et encore, il y a des filtres au sein de cette zone qu'on va pouvoir utiliser en temps et en heure pertinente pour vous montrer qu'en fait, même dans cette zone, on est capable de cibler plus localement le moment où le prix est le plus intéressant, parce que c'est plus intéressant d'acheter à 4000, à 3200 qu'à 4000. Bon, après, timer le bottom, c'est jamais une excellente idée, mais on a quand même des outils qui permettent d'avoir des infos intéressantes. Ici, c'est pareil, on entre en bear market, mais on n'est pas encore dans la zone d'opportunité la plus intéressante. Ah, elle est ici, la zone d'opportunité la plus intéressante, d'accord. On peut encore utiliser d'autres modèles plus fins pour essayer de timer le plus possible. Par exemple, avec certains modèles, on savait très très bien qu'en fait, en chutant sous le prix réalisé, c'était pas suffisant, mais qu'il fallait avoir un comportement de prise de perte majeure qui a été installé aux alentours de novembre, donc on savait que c'était ici le plus intéressant. Et donc, au lieu d'acheter aux alentours des 20, voire 25 000, et ben on achète à 16 000, et c'est pas plus mal. Et donc, pour le contexte actuel, eh bien, on est en train d'avoir quelque chose d'extrêmement similaire, c'est-à-dire que on est rentré dans la zone d'opportunité de bear market, mais on n'est pas du tout encore dans la période de formation de bottom de bear. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, une vidéo plutôt simple pour faire un petit suivi rapide. Où en est le bear market? C'est très simple, on est dans cette zone-là à peu près, on est dans la phase avancée, on est en train de transiter entre la phase avancée et la phase finale. Donc je pense que d'ici les prochaines semaines, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'infos et de volatilité sur le cours du BTC, parce que capitulation temporelle exige, on va rester dans ce range pendant encore un petit moment, histoire de bien épuiser tout le monde, que tout le monde fasse chier, que les spéculateurs s'en aillent aussi. Et une fois que tout le monde aura bien accumulé à court terme, boum, on va baisser une dernière fois, les court termes vont capituler, les spéculateurs aussi, les mineurs aussi, les investisseurs à long terme aussi, et après on aura notre formation de bottom avec l'opportunité générationnelle qui se présentera. C'est exactement ce que j'attends pour les prochains mois. Bon, tous les deux précédents bear market ont commencé, ont quasiment duré 1 an. Donc de janvier 2018 à mars 2019, ou de janvier 2022 à janvier 2023, grosso modo, quasiment 1 an. Donc si on a commencé ici notre bear en novembre, on pourrait s'attendre à ce que du coup on ait une zone d'opportunité majeure qui commence à être testée aux alentours de septembre-novembre, et qu'à partir de novembre, fin novembre, on ait eu la formation de bottom, et que du coup vers décembre on ait une nouvelle
flambée des prix, une flambée relative, mais du moins un rétablissement du momentum haussier et de la tendance haussière à court terme qui va du coup amener un mouvement à long terme potentiellement ensuite. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à aller consulter l'article. C'est tout bête, mais encore voilà, à chaque fois c'est intéressant. Mais là, quand je vous propose ici des petites annotations ici que je peux pas vous présenter à l'écran, c'est encore plus pratique. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'était le Prof Chaîne. J'espère que ça vous a bien plu. On se tient au jus d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse. À bientôt.